Voilà, mesdames et messieurs, merci encore à vous tous de nous suivre, de nous faire confiance et de prendre rendez-vous dans cette émission Marius chez vous, que j'ai le plaisir, le bonheur et le privilège de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Comme vous savez, c'est toujours un plaisir. Et en termes de responsabilité que nous avons, de vous apporter des informations crédibles et surtout d'aller à la source pour trouver la vraie information, celle qui pourrait nous éclairer sur certaines zones d'ombre que nous pourrions avoir sur certains sujets. Et je l'ai dit au début de l'émission, vous savez que c'est une affaire qui fait couler énormément d'encre en République démocratique du Congo. C'est la première fois qu'on voit ce qui se passe au Congo, qu'un ancien directeur de cabinet du président de la République soit traduit en justice et qu'on voit tous ces dignitaires de l'État passer pour rendre des comptes aux Congolais. Certains parlent d'un procès politique, d'autres par contre voient derrière des signes des détournements. Il y a une personne qui, dans ce procès, a beaucoup fait parler d'elle. C'est devenu même la star, malheureusement, de ce procès, Monsieur Jamal. Alors, Samit Jamal, nous allons, dans cette émission, essayer de parler avec son avocat, qui se trouve au Liban, et son fils, qui sont là-bas. Le problème, c'est que avant de commencer cette émission, je voudrais d'abord vous dire que nous allons vers les gens qui ont des informations pour nous. Ils viennent nous donner les informations que nous avons et ce sera donc à vous de vous faire une idée. On a très rarement entendu parler des familles depuis que cette affaire a commencé. Raison pour laquelle nous allons donc avoir depuis Beyrouth au Liban, Monsieur Hachem Boulos, qui est l'avocat de Monsieur Jamal et avec lui, le fils de Monsieur Jamal, Jamal, qui est avec lui, comme vous voyez juste derrière. Monsieur Boulos, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Marius. Merci pour m'avoir reçu, pour vous expliquer un peu la situation depuis le début jusqu'à maintenant. Depuis 2018 jusqu'à maintenant. Alors, je vais vous donner l'occasion de vous expliquer parce qu'on va commencer par là. Mais je voudrais qu'avant que nous puissions commencer cette émission, comme on le dit en anglais, faire un statement. Ce statement veut dire que vous m'avez contacté pour faire cette émission. Et cette émission n'a fait l'objet d'aucune négociation financière. Ça veut dire que vous m'avez pas payé pour vous recevoir dans cette émission. Je voudrais que vous puissiez le dire pour que ce soit clair, parce que c'est une affaire qui fait couler aussi beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent clairement que je n'ai pas été payé pour vous avoir dans cette interview? Tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir accepté qu'on sorte sur votre chaîne et qu'on puisse parler de M. Jamal. Moi, j'ai reçu votre nom de la part des amis. Je vous ai contacté et vous n'avez pas dit non. Et vous m'avez dit, vous pouvez vous expliquer comme vous voulez et librement, sans aucun paiement ni aucune faveur. Aucune faveur. Voilà. C'est pourquoi je vous remercie pour ça, tout d'abord, et pour mettre le peuple congolais et le peuple tout entier, même aux États-Unis, de l'état de ce monsieur Jamal qui a été arrêté arbitrairement au Congo, malgré que ça fait plus que 50 ans qu'il est là-bas. Il n'est pas congolais, il est libanais, mais il vit là-bas depuis 50 ans. Il a des liens avec toute la population congolaise, depuis 50 ans jusqu'à maintenant. Et M. Jamal a aidé à la construction du Congo. Et on parle maintenant de la République démocratique du Congo, mais je ne vois pas de démocratie dans ce qui se passe avec M. Jamal. Voilà, vous avez tellement des choses à nous dire, hein, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec quelqu'un qui est juste derrière vous, qui fait partie de la famille que vous représentez. Est-ce que vous pouvez nous présenter la personne qui est avec vous? Est-ce qu'il peut dire bonjour? Est-ce que la personne peut se présenter? Voilà, il va se présenter, M. Jamal. Oui, bonjour, M. Marius. Bonjour. Jamal. Bonjour. Boni.
Oloba appelle Lingala. Naïvi Lingala Mouké Mouké. Monsieur Jamal, enchanté. Oui. Merci, Lokola Undimi Kozala, Pembeni avocat Nayo, parce que tout comprendre que. Je parle en français. Oui, merci d'avoir accepté d'être avec l'avocat de votre père, parce que votre nom aussi est en train d'être cité dans cette affaire et un autre de votre frère, et que vous avez estimé que c'est important que ce soit plutôt votre avocat qui parle, et nous comprenons tout à fait cela. Peut-être que de temps en temps, on pourra revenir vers vous, si votre avocat le permet, de vous poser des questions auxquelles il pense que vous pourriez répondre. Alors, monsieur Hachem, je vous écoute. Vous vouliez nous parler, avant que je commence à vous poser des questions, qu'est-ce que vous voulez nous dire? D'accord. Je veux relater un peu des faits. Et à partir de là, vous pouvez poser vos questions et tout ce que vous voulez. En 2018, il y a le président de la République qui a demandé à M. Jamal de bien vouloir construire 1500 maisons pour les pauvres du Congo. Alors, il y a eu un contrat de gré à gré entre la République démocratique du Congo et M. Jamal pour construire 1500 maisons pour les pauvres dans 5 continents du Congo. Et M. Jamal a fait un contrat au nom de la République démocratique du Congo avec l'usine qui se trouve en Turquie pour fabriquer 1500 maisons préfabriquées pour les mettre au Congo. Ça a commencé depuis 2018. Il y a eu la construction de 350 maisons et il y a eu le nouveau président. Le nouveau président a visité les 350 maisons et ça lui a beaucoup plu. Et je crois que je peux vous envoyer les vidéos lorsqu'il a été visiter les maisons. Et là, il a dit, moi, je veux faire une demande auprès de M. Jamal pour faire 3000 maisons, 2000 pour l'armée et 1000 pour la police. Et il ne s'est pas contenté tout simplement de ça. Il a été au Parlement devant les représentants du peuple et il a dit, je demande à M. Jamal de bien vouloir construire 3000 maisons, 2000 pour l'armée et 1000 maisons pour la police. Et voilà, je vous présenter maintenant les maisons qui ont été faites. En plus, de gré à gré, il y a eu... Cette technologie vient d'être introduite. Sorry. Désolé, la technique nous a trahi parce que ce sont des images qu'on vient de nous envoyer, des images brutes où vous avez entendu ce son. Toutes mes excuses pour cela. Vous étiez en train de parler de la construction de ces maisons. Ça m'a fait grand plaisir de voir les maisons. En plus, ces maisons qui ont été faites, il y a eu une poursuite. 900 maisons déjà faites et il y a eu 600 maisons qui sont dans les ports d'Angola et le port Dar es Salaam, et il y a à Sangivo et à Matadi. Alors, ce qui fait, il y a 600 maisons qui sont là-bas, qui attendent à ce que le gouvernement congolais paye les petits frais pour transporter ces maisons jusqu'au Congo pour que M. Jamal puisse continuer à construire les 1500 maisons. Et en plus de tout ça, les employés engagés par M. Jamal pour construire ces maisons, eux-mêmes, ils ont fait une manifestation pour dire au procureur général et au ministre de bien vouloir payer l'argent, amener les maisons pour qu'on puisse dormir, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse manger. Là, M. Jamal, il a dit, voilà, je paye, mais je paye ce que je peux. Et il a commandé en plus les 3000 maisons de l'autre commande qui a été faite de gré à gré de 3000 maisons, 2000 pour l'armée et 1000 pour la police. M. Jamal a demandé ça à l'usine en Turquie et l'usine en Turquie a commencé à lui écrire, nous sommes déjà prêts à vous livrer à peu près 1500 nouveaux maisons.
veuillez nous payer. Il n'avait pas touché du deuxième contrat que 2 millions d'euros, qui constitue 2% de l'argent qu'il doit, que le gouvernement congolais lui doit ou doit à l'usine en Turquie. Parce que le contrat a été fait au nom du gouvernement congolais avec l'usine en Turquie. Alors, l'usine en Turquie lui écrit une lettre en lui disant, voilà, vous allez nous payer maintenant parce que les maisons sont déjà prêtes, il faut payer l'argent pour qu'on puisse vous livrer les maisons. Lui, il a écrit au gouvernement congolais et au président de la République, au président de la Chambre, au Premier ministre, aux ministres concernés, voilà, le ministre de Finances, au procureur, voilà, les maisons sont déjà prêtes, il faut payer pour qu'on puisse les amener et remettre les maisons sur place. Là, en février, arbitrairement, on voit que M. Jamal a été arrêté. Arrêté pour détournement d'argent. Bon, M. Jamal, détournement d'argent, mais il n'avait pas touché de l'argent pour faire un détournement de l'argent. Il a touché un acompte de 2%. Et ce 2% ne constitue pas ce qu'il a payé à l'usine en Turquie. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a pas de preuves que M. Jamal a fait des détournements d'argent. Parce qu'il n'a pas reçu cet argent lui-même. L'argent est toujours avec l'État congolais. L'État congolais lui doit dans les 55 millions de dollars. Lui, il n'a pas touché l'argent. L'argent se trouve avec le gouvernement congolais, avec le ministère de Finances congolais. Mais de quel droit on arrête une personne arbitrairement en disant qu'il n'a rien fait, et voilà que lui, il a construit, il a payé de sa propre poche pour construire des maisons, mais il ne peut pas payer 3000 maisons tout seul. Et la différence entre la première commande et la deuxième commande de prix, c'est que la première commande, c'était des duplex. La deuxième commande, c'était des maisons pour l'armée et pour des containers préfabriqués. Alors, maintenant, je vois que, arbitrairement, M. Jamal a été maltraité, de un. De deux, ils ont commencé il est malade, ils n'ont pas été hospitalisés qu'il y a 2 semaines, ils l'ont pris pour 1 semaine à l'hôpital après l'avoir battu dans la prison, en le piétinant, en le fait. De quel droit, où est le droit de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes humaines qui voient ce qui se passe? Moi, je peux vous envoyer des films. Comment il a été, parce que il le frappait, et on le voyait, on le filmait. On peut vous montrer les films. Mais comment il a été si vous avez des films, nous serons heureux de les recevoir. Nous serons ravis de les recevoir. Son fils va vous les envoyer. Ne vous en faites pas. On va vous envoyer tous les films. Voilà. Maintenant, ils ont commencé à dire, on veut les enfants. On veut Hussein et Jamal. Bon, Hussein et Jamal ne sont pas dans les compagnies de leur papa. Ils ne sont pas actionnaires dans la compagnie, dans la société. Dans les sociétés de Jamal. Hussein et Jamal, ils ont leur propre société. Le premier, M. Jamal, il travaille dans les voitures et il construit des maisons. Hussein, il travaille dans la construction des maisons et il a une société et il a fait son argent. Quels sont les noms de leurs sociétés? Société Nancy. Nancy. Oui. Nancy s'occupe de quoi? De la construction des magasins et des petites maisons. Peut-être que M. Jamal derrière vous peut nous dire. Nancy s'occupe de quoi? Ouais, c'est une société, en fait, c'est nous qu'on a conçu les lycées Tombogissa, en face de Régie des Eaux, à ma campagne, où il y a les sœurs. On a aidé nos sœurs là-bas, et nos sœurs sont contents. On a conçu à peu près 65 magasins, tu vois. Ça, c'était moi. Donc, Nancy s'occupe de la construction, et c'est vous qui avez construit les magasins. Exactement, c'est nous. Et moi, je travaille dans les voitures depuis 20 ans. Et tous mes frères congolais, ils connaissent ça. Moi, je ne suis pas dans le programme de 100 jours. Et votre société de vente de voitures s'appelle comment?
En fait, moi, je vends des voitures comme ça et tout le monde connaît que je vends des voitures depuis des années. Ok. Il n'a pas de société. Pas de société. On a une seule société qu'on conçut les magasins, tout le monde dit ça. On a conçu même un immeuble à Mamayemo. Un immeuble à Mamayemo aussi. Et un immeuble aussi à Sosivan. Voilà, Okay. c'est ça. Ok, merci Voilà. beaucoup. Allez-y, monsieur. Moi, Allez-y. arrêté arbitrairement. Et c'est un monsieur qu'on a maltraité. Et c'est un papa de 83 ans. Il est malade, papa Jamal, il est malade. Quel mal mon père a fait pour le pays. Les Congolais, c'est nos frères. On a grandi dans ce pays. Franchement, je regrette, avec tout le respect pour le procureur général, il s'est pas comporté bien. Et d'abord, il n'a pas de preuve arrêter mon père. Ça, c'est la première chose. Parce que mon père, il travaille. Mon père est en train de construire. Si le ministre de Finances n'a pas sorti les marchandises, où la faute de mon père? Posez-moi, monsieur, cette question, monsieur. Qu'ils aillent demander au ministre de Finances de sortir les marchandises et d'amener les marchandises. Pardon. Il faut que le ministre de Finances paye les frais portuaires de ces maisons qui se trouvent dans les ports pour les amener au Congo et pour les distribuer sur les différents sites pour les construire. Mais les ouvriers de M. Jamal sont toujours sur les sites. Et mon père l'a écrit plusieurs lettres. Mon père l'a écrit plusieurs lettres. Il n'a pas répondu. Il avait répondu, ils disent qu'on n'est pas dans le programme de 100 jours. Et cette lettre a circulé même. Voilà. Ça, c'est le ministre de Finances, M. José Nsélé. Et c'est lui qui a vu le programme du chef de l'État. Monsieur Jamal, je comprends tout à fait ce que vous pourriez ressentir, vos sentiments par rapport que votre père se trouve devant la justice, que votre père, selon vous... Très mal au cœur. Je comprends tout à fait, mais il s'agit ici d'une affaire des justices qui est en train de faire son travail. Mais je voudrais essayer de comprendre, monsieur Boulos, si je vous ai compris, vous êtes en train de nous dire, alors que tout le monde voit dans ce procès que monsieur Jamal a reçu de l'argent pour des maisons qu'il devait construire et qu'il n'a pas tout fait. Vous êtes en train de nous dire qu'il a tout fait, mais c'est l'État congolais qui lui doit. C'est ça que je dois comprendre? Oui. Soyez un peu précis là-dessus. J'aimerais comprendre ça. Les 1500 maisons, les premières 1500 maisons, il y a une partie qui est finie, dont vous avez vu une partie qui a été terminée. Il y a une deuxième partie, il y a 600 maisons qui se trouvent dans les ports de Angola, de Dar es Salaam et de Matadi. Alors là, il faut qu'ils payent les droits portuaires, qui ne sont autres que 200 ou 200 000 $, et les amener au Congo. Ça, c'est leur devoir, parce que M. Jamal avait acheté au nom du gouvernement congolais ces maisons, et à ce que ces maisons soient CNF port de Dar es Salaam ou port d'Angola ou port de Matadi. Alors, il y a 600 maisons qui sont déjà là depuis janvier et l'État congolais n'avait pas payé ses droits pour les amener pour que M. Jamal continue la construction. C'est la responsabilité entière de l'État congolais, de un. Alors, de deux, les 3000 maisons, ils peuvent demander en Turquie, et il leur avait envoyé les lettres que M. Jamal a reçues de l'usine turque, lui demandant le prix de à peu près 1800 maisons qui sont déjà construites, qui sont dans leur dépôt. Et lui, il doit payer le prix pour ça. Oui, M. Jamal, vous voulez dire quelque chose? Oui, M. Marius, excusez-moi. Il y a déjà... Je vous vois pas bien. On vous voit pas bien, si vous voulez. Allez-y, oui. Tu me vois très bien? Oui, allez-y. Vous me voyez? Oui, allez-y. Il y a déjà 33 conteneurs qui se trouvent déjà à Matadi. Et mon père a bien écrit. Et mon père était reçu chez le Premier ministre. Il a expliqué tout. Il a dit, Excellence, Monsieur le Premier ministre, il y a les conteneurs qui sont dans les frontières à Lobito, il y a Dar es Salaam, il y a aussi Kivu, il y a même les carreaux, les conteneurs de carreaux pour nos militaires de camp Tchatchi, parce qu'on doit finir le projet de chef de l'État. Voilà, qui se trouvent à Matadi. Jusqu'à là, le ministre de Finances n'a pas encore sorti les marchandises
depuis 3 mois qui se trouve déjà au port de Matadi. Et les 93 maisons pour les militaires, à peu près 33 conteneurs qui se trouvent encore toujours en Matadi bloqués. Faute de ministre de Finances, il ne veut pas toujours sortir les marchandises. Alors c'est où la faute de mon père? Vous voyez? Alors, ce n'est pas à moi de l'établir, c'est à la justice de le dire, mais il y a dans ce procès ce que les gens observent, c'est nous avons vu que les questions tournaient autour de la complicité entre votre père et l'équipe ou Monsieur Caméré. La question tournait autour du fait qu'ils se connaissaient ou pas. Monsieur Jamal, est-ce que vous pensez que votre père connaît Monsieur Caméré? Est-ce qu'il l'a déjà rencontré? Est-ce qu'ils ont fait les business ensemble? Jamais, jamais. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est jamais. Ça, c'est... Ils sont en train d'inventer n'importe quoi. Voilà. Il ne le connaît pas. Il le connaît. Pourtant, il y a eu des photos, les voyant ensemble. Ah oui, ils peuvent monter des photos entre vous et moi. Pardon? Ils peuvent monter des photos. Ils prennent cette photo de moi et ils la mettent à côté de toi. Qui peut leur dire non? Et donc, vous pensez que cette photo a été montée? Oui, je crois que ces photos ont été montées. Mais, je ne peux pas nier dans le cas où il y a une réception, où ils se sont trouvés, mais ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Monsieur Jamal ne connaît pas le ministre, ni le conseiller de chef de l'État. Alors quand on vous entend parler, on sent que il y a plus de matière. Alors que quand on pose des questions à votre client, à votre père, Monsieur Jamal, on a l'impression qu'il a du mal à répondre aux questions qu'on lui pose. Pourquoi n'avez-vous pas... Il est malade. Il est malade. Mon père, il est malade. Ça fait 4 mois qu'il est en prison, mon père. Il est très malade. Mon père, il est très malade. Alors pourquoi n'avez-vous pas pensé à trouver quelqu'un qui pouvait, un interprète, pour dire, parce qu'il a des difficultés à parler français, pourquoi n'avez-vous pas payé quelqu'un pour faire l'interprète, pour interpréter ce qu'il doit dire? Il se défend lui-même. Il se défend lui-même autant qu'il peut. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose contre lui? Il n'y a pas. Mais la défense, il n'y a pas quelque chose. La défense. Maintenant, si vous voulez, il y a un avocat congolais qui s'appelle Monsieur Ernest Malik, qui va se trouver là-bas le jeudi pour tout dire, tout divulguer et tout dire à propos de ce qui se passe. Parce que ils n'ont pas des preuves. Il n'y a pas des preuves que Monsieur Jamal a fait un détournement. Parce que Monsieur Jamal n'avait pas reçu l'argent. L'argent se trouve toujours avec le ministre de Finances. Alors, c'est pourquoi. Vous dites que. Allez-y, allez-y. C'est pourquoi l'État congolais, n'ayant pas des papiers et des preuves contre M. Jamal, ont fait des demandes d'arrestation, même une libération provisoire, ils n'ont pas accepté. Même ils n'ont pas accepté à ce que le représentant de l'État libanais au Congo, qu'il passe le voir, parce qu'il joue le rôle de l'ambassadeur. Même ils ont annulé des rendez-vous pour qu'il voie le médecin. Et ils ont été l'interpeller pendant 10 heures le mercredi passé, sans aller, sans qu'il prenne ses médicaments, sans lui donner à manger. Où est le droit de l'homme? Où est le droit de l'homme? Parce que ils veulent qu'il se batte. Et voilà, une fois qu'il est... Je peux vous dire tout ce que vous voulez. Ils veulent prendre quelque chose de lui. Et lui, il est honnête. Il est très honnête pour ne pas dire quoi que ce soit de qui que ce soit. Il connaît la personne, il dit je la connais. Il ne connaît pas la personne, il dit je ne la connais pas. Mais alors, là, dans le procès, nous avons vu que la première fois, il a dit qu'il n'a jamais rencontré. La deuxième fois, il a dit qu'il a vu pendant 2 ou 3 minutes ou qu'ils sont rencontrés. Donc cette contradiction peut quelque part montrer que peut-être qu'il ne dit pas vrai. Non. Moi, je peux dire, moi, je vous connais à partir de là, à partir de cette émission, parce que on se voit l'un et l'autre, mais est-ce que je peux dire que je vous connais très bien? Non. Je vous connais en tant que prometteur d'émissions,
Et vous m'avez pris en tant qu'avocat de M. Jamal. Mais on ne s'est pas vu, on n'a pas mangé ensemble, on n'a pas fait des accords ensemble, on n'a pas fait des affaires ensemble. Et on s'est vu, si on se voit dans un dîner ou bien dans une réception pour 2-3 minutes, on devient des amis, non? Mais la question, ce n'est pas d'être ami. Je vais vous donner un exemple. Le fait que, par exemple, je vous ai aidé à vous connecter et que demain, j'ai des informations de votre adresse email et qu'il se fait que j'ai accès à votre email et puis demain, quelque chose arrive à vous, vous dites que c'est sûrement ce monsieur journaliste à qui j'ai donné mon email qui a... voilà, ça peut s'expliquer. Donc, c'est ce que les gens pensent aussi dans les relations entre monsieur Kamere, enfin, les juges ou l'accusateur pensent que monsieur Jamal aurait bénéficié de ces relations ou des contacts avec M. Kamere pour gagner ce marché. Ce que M. Jamal apparemment ne partage pas. Non, hein? C'est pas faux. Ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Est-ce que quelqu'un a demandé au président de la République d'annoncer sur les sites qu'il a visités que les sites lui ont plu et il va commander 3000 maisons, 2000 pour l'armée et 1000 pour la police? Non, c'est lui qui l'a dit. M. Jamal ne connaît pas le président. D'autre part, est-ce que c'est M. Jamal qui a demandé au président d'aller dans la chambre de députés et de dire « Moi, je veux commander 2000 maisons pour l'armée et 1000 maisons pour la police et qui vont être construites pendant 1 an ». Est-ce que c'est M. Jamal qui lui a demandé ou c'est le président de la République qui l'a fait tout seul? C'est le président. Moi, je ne peux pas lui taper sur la main au président de la République, même s'il n'est pas convaincu. Si je veux l'obliger à le dire, il ne le dira pas. C'est vrai ou pas? Alors, monsieur Jamal, il y a un courrier qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où on parle de cette commission rogatoire, où on demande à la justice, où la justice congolaise demande à la justice libanaise de vous poser quelques questions. Comment avez-vous reçu ce courrier, si c'est l'avocat qui peut répondre à cette question? Est-ce que vos clients vont y répondre? Si le palais de justice au Liban le demande, on va répondre. Il n'y a pas de problème. Ça circule dans les réseaux sociaux et c'est pas encore vrai. C'est pas encore vrai. On ne sait pas qui est en train. Et moi, je peux vous dire que si, et ça va continuer à circuler comme ça, je veux les attaquer en justice. Je veux les attaquer, n'importe qui est en train de faire circuler ces choses, ces messages dans les réseaux sociaux, je veux l'attaquer en justice. Et dans ce message, ils sont en train de détruire l'avenir de mes clients et de dire aux gens ne travaillez pas avec eux parce qu'ils sont malhonnêtes. Pourtant, un homme qui a travaillé 55 ans là-bas, et honnêtement, et les enfants qui sont nés là-bas, et qui ont travaillé là-bas, et qui ont fait de l'argent là-bas, et qui ont laissé leur argent là-bas, est-ce que vous croyez qu'ils vont faire du mal au pays? S'ils veulent faire du mal au pays, ils auraient dû transférer cet argent, ne la laisser pas là-bas. Maintenant, c'est l'État congolais qui a saisi l'argent sous sa main. Alors, monsieur Jamal, est-ce que il y a beaucoup de questions autour de vos relations avec monsieur Changalume Massaro? Est-ce que vous le connaissez? Moi, je connais tous les Congolais dans ce pays. Comme je connais le conseiller financier de José Nsiel et Charlie Bakali. Charlie Bakali, il a grandi chez nous à la maison, Charlie Bakali. Et je l'ai posé 10 fois la question, Charlie, parle avec ton ministre qui libère les marchandises et qui nous libère les carreaux. Mais jusque-là, le ministre des Finances, il n'a pas... Est-ce que vous connaissez monsieur Massaro? Oui, quand je le connais, comme je connais tout le monde. Oui, ou le mal. Moi, je connais tous les Congolais. J'ai grandi au Congo. J'ai 40 ans. Ça fait 40 ans que je suis au Congo. Je connais tous les Congolais. Vous connaissez King Muhunga?
Ça, je sais pas. Ça, Mais voilà, c'est un Congolais. C'est pour vous dire que c'est pas possible de connaître tous les Congolais. Si tu me demandes un ami que je le connais, je te réponds que je connais. Voilà. Et la justice voudrait savoir. Et la justice voudrait savoir si vous avez déjà eu des relations d'affaires avec Monsieur Massaro. Jamais. Je n'ai pas d'affaires. C'est juste un assureur. Quand j'achète mes voitures, comme moi je travaille dans les voitures, je demande, fais-moi l'assurance de mes voitures. Il fait l'assurance parce que c'est un assureur. Massaro, c'est un assureur. Et moi, je suis un vendeur de voitures et je suis connu à Kinshasa. Je vends des voitures à tout le monde, à toutes les autorités, à tout le monde achète des voitures chez moi. Je suis un grand vendeur de voitures et je suis connu à Kinshasa que je suis un vendeur de voitures. Et Massaro, c'est un assureur. Il fait l'assurance, c'est tout. Voilà. Et vous n'avez jamais fait du business avec lui? Excuse-moi. Et quel lien dans le programme de 100 jours? Est-ce qu'il y a un lien dans ça, dans le programme de 100 jours? Franchement, quand même. Il y a eu un problème de douane. Ouais, ça va mieux. Non, excusez-moi. Qu'ils aillent dédouaner les marchandises, qu'ils aillent sortir les marchandises et qu'ils aillent sortir les carreaux qu'on finit quand Tchatchi. Ça, c'est très important, mon frère, Marius. Ça, c'est l'importance. Voilà. Ouais. Monsieur Marius, pour résumer la chose, c'est que, en fait, le gouvernement congolais ou bien la justice congolaise est en train d'arrêter M. Jamal arbitrairement. On va parler raisonnablement maintenant pour qu'on puisse aider ce monsieur. Ils sont en train de le maltraiter. Il a 82 ans. Du point de vue droit de l'homme, ils n'ont pas le droit de l'arrêter et de le mettre en prison. De deux, ils sont en train Mais de vous le êtes d'accord maltraiter. que si la justice voit qu'il y a un problème, que la justice cherche à en savoir un peu plus et de faire son travail. Qu'il le libère, qu'il le libère provisoirement, qu'il aille à l'hôpital pour être traité et voir ce qu'il faut faire. Nous, on est en train de dire, nous sommes au-dessous de la loi, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous, on va, si ils ont des preuves comme quoi notre client a fait des détournements d'argent, qu'ils le jugent. Mais moi, je veux vous demander, M. Jamal, qui a tout son argent au Congo, s'il a voulu faire des détournements d'argent, est-ce qu'il n'aura pas fait un transfert de son argent du Congo vers d'autres pays? Pourquoi il a laissé son argent au Congo? Parce qu'il avait confiance dans la justice congolaise et dans l'État congolais. Oui ou non? Oui ou non? Je pose une question. Ce monsieur qui a laissé son argent, même ses gains, il est en train de le réinvestir dans l'intérêt du Congo, non pas dans son intérêt propre. Parce que les contrats sont faits au nom de l'État congolais et non pas en son nom propre. Lui n'est autre qu'un intermédiaire. Alors, il n'est autre qu'un intermédiaire. Si je peux parler, si je vous entends parler dans cette affaire, vous êtes en train de dire que, voilà, Monsieur Jamal est innocent. Je ne peux pas, moi, vous dire que c'est vrai ou c'est faux. C'est de votre droit, vous qui avez des éléments, de le prouver à la justice congolaise. Mais si c'est le cas, pourquoi vous pensez que M. Jamal se trouve là devant la justice? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous pensez à un complot, à quelque chose? Parce que c'est pas par hasard, quelqu'un qui reçoit de l'argent de la part de l'État congolais, qui fait ce qu'il a à faire, mais le problème c'est que l'argent qu'il reçoit n'est pas celui qui se trouve, le montant est différent de celui qui se trouve dans le premier contrat qu'il a signé avec l'État congolais. C'est pour ça que les observateurs voient que c'est un peu flou. 26 millions de dollars, vous avez reçu 57 millions de dollars. Ok, vous dites que vous avez fait votre travail, mais comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour avoir 57 millions de dollars? Et c'est là que la justice pense qu'il y a un lien avec M. Kamere qui lui aurait facilité de recevoir cet argent. C'est pas vrai. Lui, il a touché les 57 millions à 4 reprises. Okay. 8. À 8 reprises. Il y a eu la première reprise où il y a eu la commande. À la deuxième reprise, quand il a reçu la première commande, la deuxième commande, il a payé, il a reçu la deuxième commande, il a monté les 300 maisons, puis il a monté 50 maisons, puis il a reçu 600 maisons, et il a commencé à les construire, et puis il a, sur les ports, 600 maisons qui sont là.
Donc vous êtes en train de me dire qu'il n'a pas... Et l'argent qu'il avait touché se trouve déjà au Congo et dans les ports. Oui, donc il a reçu l'argent, il a fait le travail qu'il devait recevoir, mais vous êtes en train de me dire qu'il a reçu cet argent à plusieurs tranches. 8 tranches. Exactement. Ouais, exactement. Pourquoi, M. Jamal? Pourquoi? Et c'est comme ça qu'ils ont fait la deuxième commande. C'est pourquoi ils ont fait la deuxième commande. Oui. Alors, allez-y. Oui. Allez-y. Je peux parler. Voilà. Quand notre président est venu à Kanchachi. Vous me permettez 2 minutes. D'accord. Vous pouvez vous mettre sur la chaise de M. Boutros. Allez-y. Boulos. Boulos, pardon. Pardon, M. Boulos. Je m'excuse de maltraiter votre nom. Mettez-vous sur cette chaise, M. Jamal. Oui. Allez-y. Je vous écoute. Oui. Je me disais que quand notre président est venu à Kanchachi, il a aimé les maisons. C'est là qu'il a commandé les 3000 maisons, 2000 maisons pour les militaires et 1000 maisons pour la police. Voilà, c'était ça. Ok. Alors maintenant, vous pensez que on pose des questions que vous, votre famille, votre père avez rencontré M. Kamere, c'est pour ça que vous avez eu ces faveurs. Est-ce que vous êtes au courant que votre père aurait offert une parcelle à M. Massaro? Ça, je sais pas. Ça, c'est faux, ça. Je comprends pas. Mais il faut que l'avocat qui parle, parce que ça, je ne rentre pas. Vous ne rentrez pas dans ce genre de... L'avocat qui va répondre hein, à les questions. Vous ne rentrez pas dans ce genre de débat? On comprend. Non, mais est-ce que vous pouvez vous approcher de la caméra? Donc, vous pensez que votre père est injustement à la prison? Arrêté à la prison. Pardon? Vous pensez que votre père se trouve injustement en prison? Oui, oui, bien sûr. Il est en prison. Bien sûr. C'est normal qu'il y arrive. Ouais. Alors, l'autre question... malade, mon père, il doit sortir. Mon père, il doit continuer le projet du chef de l'État. Il doit finir son projet. Et le ministre des Finances, il doit sortir les marchandises et il doit nous donner les marchandises et il doit libérer aussi les carreaux, les 20 conteneurs de carreaux pour continuer le projet de Kanchachi. Parce que les militaires, ils attendent. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'argent que vous avez reçu de l'État congolais, tout cela n'était pas prévu là-dedans? Ce n'est pas vous qui avez l'argent pour dédouaner et tout ça? Non, 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 ça c'est pas moi. Je vous vois pas bien. Je vous vois pas bien, désolé. Non, je ne sais pas vous répondre, j'attends l'avocat, s'il vous plaît, monsieur Marius. D'accord, d'accord. Alors, le temps d'attendre l'avocat, c'est votre droit. Vous pourriez peut-être en profiter pour dire ce que vous voulez pour votre père. Ce que vous voulez que les Congolais sachent, que nous ne savons pas. Mon père, c'est quelqu'un d'innocent tout d'abord. Et mon père, il aime le Congo et il aime bien sûr les Congolais. Et les Congolais, c'est nos frères. Et nous, on a grandi là-bas. Et mon père, ça fait déjà 52 ans au Congo. Tu vois? Et c'est tout le monde qui l'aime. Voilà. Et nous tous, qu'on attend que papa doit être libéré pour qu'on continue le projet du chef de l'État. Voilà. Parce que déjà, et à Kananga, et à Mbujimayi, et à Sud Kivu, et à Bas-Congo, tous les peuples et les militaires attendent leur maison. Et mon père a la foi pour finir ce projet. Mais comment il va finir ce projet? Il est en prison. Mais c'est parce qu'on a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Hein. On pense que l'argent était... Ça c'est fabriqué. Tout ça, c'est du cinéma. Excuse-moi. Tout ça, c'est fabriqué. Mais vous vivez à Kinshasa. Beaucoup pensent que vous avez fui, justement, au Liban. Vous avez fui la justice congolaise. Est-ce que c'est vrai? Non, 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 non. Je suis allé en Turquie pour finir le projet des militaires. Je vous vois pas bien, s'il vous plaît. Là. Parce que si vous... Oui, c'est beaucoup mieux. Allez-y. Voilà. Vous n'avez pas fui Kinshasa. Non, 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 non. Le Congo, c'est mon pays. Pourquoi je veux fuir? Je suis juste allé en Turquie. Parce que je dois voir l'usine. Parce que l'usine réclame leur argent. Comme il t'a dit, Maître Boulos. On doit payer cet argent à l'usine. Le restant. Il y a déjà plus que 1500 maisons qui sont déjà prêtes. Et le ministère des Finances doit libérer l'argent. Il doit payer. Mon père était allé voir le Premier ministre. Il a raconté le Premier ministre. Il a tout expliqué au Premier ministre.
Mais le Premier ministre, il a dit, OK, je vais ordonner le ministre de Finances pour libérer les marchandises et vous payez le projet des militaires. Mais voilà, après une semaine, mon père, on l'a arrêté. C'est tout. Ouais. Alors, je suis en train de réfléchir si vous devriez, parce qu'en principe, comme vous dites pour votre père, vous devriez vous trouver maintenant à Kinshasa, aux côtés de votre papa, essayer de l'aider. Vous voyez qu'il a des difficultés à s'expliquer, il est malade, il est mal à l'aise, des fois il n'est pas compris. Pourquoi ne demanderiez pas, pourquoi ne demanderiez-vous pas d'être aux côtés de votre père? Oui, dès que les aéroports ouvrent, bien sûr, on va rentrer. Et surtout le corona aussi, tu as vu avec la situation du corona. Beaucoup pensent que vous profitez de l'état de santé de votre père et de son nom pour exploiter son nom et faire du business au Congo. L'avocat est là, il prend ma place, monsieur. D'accord. D'accord. Alors, monsieur l'avocat est retourné, c'est en direct malheureusement, on peut pas couper tout ça. Monsieur Boulos, vous êtes de retour, hein. On est content de vous avoir. Excuse, parce que c'est pas grave. C'est pas grave. On dit que ce sont des aléas du direct. C'est pas grave. Maintenant que nous vous avons, nous pouvons continuer. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là pour, à la fin, prouver, comme vous le dites, l'innocence de votre client? Jeudi, l'audience suivante l'audience va continuer. Qu'est-ce que vous voulez que l'État congolais, que les Congolais, que ceux qui soutiennent monsieur Jamal sachent à ce jour? Bon, moi, je veux tout d'abord parler de droits de l'homme. De un, c'est un homme qui a 82 ans, 83 ans, qui est malade, et on n'est pas en train de prendre sa maladie pour faire du business au Congo. Nous, on veut plus faire de business au Congo. On veut libérer monsieur Jamal, le ramener au Liban ou ailleurs pour le traiter médicalement comme il faut, parce qu'il a besoin de traitement. Et on veut demander aux droits de l'homme de voir où sont les droits de l'homme au Congo, et surtout avec monsieur Jamal ou autre. Monsieur Jamal qui a travaillé pendant 55 ans au Congo, et jusqu'à maintenant, on le voit en prison à cause de choses qui n'ont pas de preuves en main. L'État congolais n'a pas de preuves en main comme quoi il a détourné de l'argent. Un homme qui a détourné de l'argent, il doit recevoir l'argent. Si vous m'avez donné de l'argent pour faire quelque chose et je ne l'ai pas fait, c'est bon. Mais quand vous me donnez 2% sur un projet de 58 millions de dollars et je n'ai pas touché les autres argents, comment je peux les détourner? Pour la première partie, l'argent se trouve déjà sur les sites et dans les ports de Dar es Salaam et d'Angola et de Matadi. Ils n'ont qu'à payer les frais pour les amener et qu'ils demandent aux ouvriers de M. Jamal de continuer leur travail. Et M. Jamal, il est prêt à surveiller ce travail. Il est prêt à surveiller ce travail. Alors, dans les chiffres... Allez-y. Mais pour les 3000 maisons, il a payé de ça, il a payé le 2% qu'il avait touché, en plus de l'argent de sa poche, pour demander aux Turcs de se taire, et il a amené 93 maisons déjà au Congo, à Matadi, et ils ne veulent pas les faire sortir. Les carreaux pour les maisons, ils ne veulent pas les faire sortir. Les militaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est M. Jamal qui doit faire sortir ça? Non, c'est le gouvernement. Je ne suis pas, vous savez, M. Boulot, je ne suis pas un juge, donc je ne pourrais pas vous juger. Non, alors, mais je voudrais quand même qu'on sache que, supposons que dans ces cas-là, c'est un dossier que je ne maîtrise pas, donc voilà, c'est le juge qui pourra un jour vous entendre, qui va juger, mais on parle plutôt de rapprochement entre votre client et quelqu'un qui occupe une position assez influente en République démocratique du Congo, qui s'avère être le directeur de cabinet du président de la République. Et c'est là que se trouve le problème quant à la façon à laquelle M. Jamal a été payé. Mais vous, à ce niveau, je ne sais pas si vous aurez des éléments qui peuvent nous prouver que M. Jamal, alors que certains éléments le montrent, n'est pas en contact
étroit ou n'a pas été en contact et bénéficié des ne le faveurs connaît pas. de M. Caméré? Il ne le connaît pas. Comment je veux faire un travail avec quelqu'un que je ne connais pas? Je ne peux pas faire un travail avec quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas me permettre de, si je veux payer des commissions ou n'importe quoi, je ne les paye pas pour quelqu'un que je ne connais pas. Même s'il va être le président de la République. Je ne paye pas au président de la République si je ne le connais pas. Est-ce que je suis un homme d'affaires comme M. Jamal qui a travaillé 55 ans? Est-ce qu'il est prêt à livrer sa tête pour quelqu'un qu'il ne connaît pas? Où sont les preuves qu'il a payées? Où sont l'argent que le monsieur a touché? Par quels moyens? Il a donné, on dit qu'il a donné une parcelle à son neveu, à son cousin. Il a offert. Quoi? Il a offert une partie de parcelle à son neveu, ah non, non, son cousin. Non, 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 non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Maintenant, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent raconter. En tout cas, ça c'est lui qui l'a dit, hein. Il a dit qu'il a donné cadeau parce qu'il lui rend beaucoup de services. Non, non. Il n'y a pas un lien entre les deux. Donc vous doutez aussi de ce que votre propre client dit. Oui, Monsieur Marius, on peut aussi demander, il y a la lettre du Premier ministre Bruno Tshibala, c'est lui qui a ordonné le paiement en urgence. Hein? Bruno Tshibala, c'est lui qui a ordonné le paiement en urgence. En plus, je peux vous lire une chose. Et le ministre du budget. Je peux vous lire une chose si vous me le permettez. Et en plus, Monsieur Marius, je vais poser une question, s'il vous plaît. Tu m'écoutes? Je vous écoute. Monsieur Marius, voilà. Je peux savoir comment un ministre de budget, Monsieur Pierre Kangoudia, avec tout le respect que je le dois, il peut mentir devant tout le monde qui connaisse mon père. Il n'a jamais connu mon père. Et tu as vu comment il a parlé? Franchement, un honorable député, il peut se comporter à cette façon? Je veux poser cette question, Monsieur Marius. Donc, je peux vous lire. Oui ou non? Tout le monde a vu ça, comment il s'est comporté devant la justice. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Je veux savoir pourquoi cette haine. Apparemment, ce que vous dites ne vient pas de vous. Il y a quelqu'un qui vous dit que c'est ce que vous devez dire. Donc, difficile de vous croire. Il y a quelqu'un qui est en train de vous dicter. Allez-y, Monsieur Boulos. Je veux vous dire. Non, c'est Monsieur Pierre Kangoudia qui a dit ça devant tout le monde. Et tout le monde a vu ça. Il n'y a pas personne. Il va demander la question à Pierre Kangoudia. Merci, on écoute Monsieur Boulos. Monsieur Boulos, on vous voit pas tout à fait. On vous voit pas. Merci. Là, c'est mieux. Allez-y. Il y a une lettre qui est déjà adressée par le Premier ministre, transmise pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Palais de la Nation, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Hôtel du gouvernement, tous à Kinshasa, à Monsieur le Procureur général près de la Cour d'appel, le Procureur général près de la Cour d'appel de Kinshasa, Matete, à Kinshasa. Concerne le désengagement de la prison centrale de Makala. Je vous adresse la présente pour vous ordonner de manière pressante à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de procéder sans tarder à la suite du désengagement de la prison centrale du Magala, au regard de la situation combien préoccupante du moment. En effet, la promiscuité à l'instant de supplément de prison centrale de Magala, qui compte près de 9000 détenus, est de nature à favoriser la propagation de cette terrible et redoutable pandémie. Il est dès lors impérieux de prendre toutes les dispositions utiles et salutaires en vue du désengagement de la prison centrale de Magala. Les mesures à éditer pour vous devant leur stricte application. Je veux prendre un peu de temps. Une attention particulière devra être accordée aux termes spécialement aux femmes enceintes, aux femmes avec des enfants, aux mineurs d'âge et aux personnes âgées de plus de 70 ans dont la santé est déjà fragilisée par l'âge. Il va sans dire que les mesures de désengagement ne devront pas concerner les condamnés à des infractions aux crimes graves tels que les crimes de sang, les viols et toute autre infraction.
S'agissant des opérateurs économiques, je vous rappelle, sans injection, vous donnez au terme de ma lettre numéro tel et tel, constatant un procédé de conquête à l'évaluation du niveau d'exécution de divers travaux publics, leur conflit et pour lesquels l'argent est décaissé par erreur publique et par monnaie. À ce sujet, j'apprécie toutes les actions que vous ont permis de découvrir le bénéfice de trésor public et à titre de garantie, la somme de 35 millions US de M. Thierry Takmar, directeur général de la Rowe Bank, et de 2,5 millions à David Blattner, directeur général de sa société Satvica. Notre justice s'en trouve honorée et nous devons aller en l'avant. C'est dans le cadre que j'estime que la liberté provisoire, moyennant également paiement d'une garantie au bénéfice du trésor public, peut être adressée à M. Jamal Sami, gérant des sociétés Samibo et Usmal, dont il convient de prendre en considération son âge très avancé. Il est en effet âgé de plus de 82 ans. Et en ce moment particulier, son état de santé et son âge, dans l'attente d'être informé pour la suite de toutes les décisions de mesure, veuillez, monsieur, agréer le projet. Alors, vous voyez que cette lettre a été adressée à tout le monde pour libérer. C'est qui l'a écrite, cette lettre? Elle vient de qui? Elle vient de qui? Elle vient le premier ministre de la Justice. Le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, ok. Ok. Alors, donc vous, c'est une lettre qui demandait justement les désengorgements des prisons compte tenu de la pandémie de Covid-19. Et oui, une particulière pour M. Samir Jamal. Ok. Et que, bon, la justice, vous savez, la justice fait son travail, donc la justice ne reçoit pas d'injonction du ministre de Finances. Il a fait une demande, je pense que... C'est ça. C'est le ministre de Justice. Ça, c'est le ministère de la Justice, le ministre de la Justice. De la justice, oui. Que ce soit le ministre de la Justice. Je ne pense pas que la justice reçoit des injonctions, mais c'était bon. En tout cas, c'est une lettre qui existe et c'est vrai qu'il y a eu ce genre de décisions qui devaient être prises, mais qui n'ont jamais été exécutées. Alors, nous allons peut-être finir avec vous rapidement. Nous avons entendu, les Congolais ont entendu une autre version de fait. Et jeudi, ils seront également nombreux devant l'écran pour suivre ce procès qui est, je pense, le plus suivi de l'histoire de la RDC jusque-là, parce que c'est retransmis en direct. Vous pouvez également suivre en direct dans Marius chez vous. Est-ce que vous avez un dernier mot? On pourra également, s'il y a possibilité, se revoir et reparler de ça. Bien sûr, avec plaisir. Je vous écoute pour votre mot de la fin. Si M. Jamal aussi, avec vous, pourrait avoir un dernier mot. Moi, ce que je demande, que la justice congolaise travaille en tant que justice, suivant les lois, et non pas suivant les désirs des procureurs et des personnes au pouvoir, que la justice travaille en tant que justice. Et qu'il y ait des vérités de la police, et il y a des choses qui peuvent engager notre client, on n'est pas contre. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est qu'il n'y a rien. Monsieur Jamal? Oui, vous m'écoutez? Je vous écoute. Voilà, moi aussi je demande que, ça c'est notre pays, le Congo, notre deuxième pays bien sûr, et je demande aussi qu'on libère mon père pour qu'on continue le projet de chef de l'État. Ça, c'est très important. Parce que le militaire et la police et le peuple, ils attendent leur maison. Ça, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je dis. Et je remercie beaucoup de nous inviter. Et je remercie aussi notre président qui nous a donné le projet et qui a aimé ce projet. Et on doit toujours continuer le projet de chef de l'État, de notre président. On le remercie beaucoup. Moi, je peux ajouter une chose. Allez-y, on ne vous voit pas bien. Vous êtes loin. Je vous remercie pour avoir la permission de nous recevoir et de nous laisser dire tout ce que nous avons en main. Et j'espère que vous allez transmettre notre voix
aux Congolais et à tout le peuple américain avec qui vous êtes en train de travailler et de leur dire, voilà, ils nous demandent de bien vouloir appliquer, si on peut, les droits de l'homme. Et appliquer les lois, appliquer les lois qui donnent le droit à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai fait ma part des choses en tant que journaliste et je vous ai donné ma plateforme pour vous exprimer et nous vous avons entendu et nous allons laisser la justice faire son travail. Merci énormément à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous souhaite bonne chance. Monsieur Jamal, beaucoup de courage. Je pense que moi, je sentirai pareil pour mon père en prison avec tout ce qui se passe actuellement, compte tenu de son âge et de son état de santé. En tant que fils, je sentirai exactement la même chose. Beaucoup de courage à vous. Mais je sais que avec la justice, c'est différent de ce que nous ressentons. Beaucoup de courage et surtout bonne chance. Merci beaucoup. Moi, je m'excuse à la place de M. Jamal parce qu'il a été trop ému en parlant. Moi, j'ai été un peu excité en parlant. Je m'excuse si j'ai été un peu excité. Je m'excuse pour lui parce qu'il a été ému et il a parlé à haute voix. Ouais, c'est normal. C'est normal. Et puis vous saluez la personne qui est la personne. Pardon? J'ai dit, ça me fait mal quand je vois mon père comme ça me fait très mal. Surtout un papa de 83 ans. Mets-toi à ma place, comment tu vas te sentir quand même? Mais dans ce cas, vous auriez dû ne pas mettre votre papa au devant des affaires. Vous êtes des grands garçons, excusez-moi, je ne peux pas vous donner conseil à la télé, mais pourquoi ne le faisiez-vous pas? Laissez papa se reposer avec ses 82 ans. C'est pas à moi de donner le conseil, je suis désolé. Mais il aime le travail, il aime travailler, il ne peut pas rester à la maison. S'il reste à la maison, il meurt. Et c'est son projet. Et son projet, il va finir. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous saluez aussi la personne qui est derrière la caméra, qui vous dictait ce que vous disiez, monsieur Jamal. Allez, merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, donc c'était la famille, l'avocat de monsieur Jamal, monsieur Boulos et monsieur Jamal Jamal, le fils à monsieur Jamal, qui s'exprimait en direct de New York dans cette émission Marius chez vous. J'espère que vous avez aimé l'interview. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Le reste, c'est à la justice de faire son travail. Notre rôle aussi, c'est de donner la parole à tout le monde. Et je voudrais ici revenir sur le fait que cette interview a été faite sur aucune compensation financière quelconque. Donc, c'était quelque chose qui a été demandé et a été accordé. Mais nous voudrions également entendre parler des autres familles aussi, hein, qui souffrent du fait de voir les membres de leur famille dans ce procès. Sentez-vous à l'aise. Si vous voulez venir, notre porte reste ouverte. Alors donc, on va continuer cette émission et puis on se retrouve pour la deuxième partie de Marius chez vous. Allez, à tout à l'heure.